Voilà donc, merci. Après cette courte page de publicité, vous nous retrouvez pour votre émission Toute la vérité avec nous, Cheikh Mansour Diouf, qui est le représentant du Khalife général des Mourides dans la zone de Yoff, Ouakam, Ngor, la zone Lébou, lui-même petit-fils et Lébou lui-même, petit-fils également de Cheikh Ahmadou Bamba, il le disait tout à l'heure, pratiquement de toutes les tarikhas. Alors, on parlait tout à l'heure de ces difficultés, notamment dans la jeunesse sénégalaise, de cette jeunesse sénégalaise à prendre le bon, distinguer la bonne graine de l'ivraie. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème dans l'utilisation et l'usage des réseaux sociaux. On l'a vu très récemment, des jeunes arrêtés même pour des actes que nous ne voudrions pas peut-être révéler encore ici. Tout le monde est au courant. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, Cheikh Mansour Diouf, parler de soit démission des parents ou qu'est-ce qui ne va pas? Donc, pour moi, le problème, c'est un problème d'adaptation à la réalité même de notre monde. Aujourd'hui, tous les paradigmes de l'éducation devront être revus, pour moi. On ne doit pas se limiter à le dire à l'école, etc. Parce qu'avant, vous savez, l'enseignant, en dehors de l'école, il suivait l'élève même chez lui. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école des Il avait même le droit de châtier l'élève en dehors de l'école. Pourtant, les châtiments corporels ont toujours été interdits. Donc, les bons maîtres, avant, ils ne frappaient pas beaucoup, même avant. Parce que l'enfant, il faut savoir que c'est comme on dit en Wolof, c'est ton naoulé, c'est ton voisin. Il est là, c'est ton condisciple, ton concitoyen et tout. C'est un être humain, donc il est né avec la dignité d'être humain. Donc tout ce qui t'a été inculqué toi pour que tu puisses être là à lui transmettre des savoirs, tout ça, lui, il est prêt à les encaisser, à les recevoir. Maintenant, c'est à toi de t'adapter par rapport à l'environnement, par rapport à l'époque, par rapport à l'environnement interne et externe, endogène et exogène, pour pouvoir lui donner ce dont il a besoin. Aujourd'hui, c'est ce qui ne se fait pas pour moi. Les parents n'ont pas démissionné parce que les parents eux-mêmes, ils se posent des questions. Mais pourquoi? Parce que souvent tu dis, mais pourtant sa maman est bien, son père est bien. On dit chaque fois qu'un enfant est dans la débauche, on le reproche à son parent, son père a tout fait. Parce que son père, peut être très pieux. Voilà, son père, il croit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parents, ils croient que pour eux, l'enfant, voilà, si tu es riche, il faut le mettre à l'aise, il faut lui donner une voiture, il faut, je sais pas, il faut épargner de l'argent pour lui. Non, tu vois, parce que la vie, elle est détenue par celui qui la donne. C'est le bon Dieu. Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui te fera vivre. Même Seigneur Chouaïbou, il a dit dans son truc, le Khorout Aïni. Il dit Dieu, il préexiste à tout, il existe et il est éternel. Après nous, il sera là. Il était là avant nous et il est là avec nous. Il a dit, il voit, il entend, il parle. Mais sa conception de la parole, de lui et de la vue, n'a rien à voir avec celle des humains. Il dit, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous fait vivre. Et Seigneur Sall lui-même l'avait dit, que tu as deux ventres. Le ventre que Dieu t'a donné et le ventre de ta tombe. Il dit que le ventre que Dieu t'a donné ne t'en occupe pas. Parce que Dieu qui te l'a donné, il s'en occupera. Mais occupe-toi du ventre de la tombe parce que tout ce que tu ne trouves pas là-bas, c'est parce que tu ne l'as pas mis là-bas. Donc aujourd'hui, les gens, ils doivent permettre aux enfants de pouvoir vivre. De pouvoir se comporter correctement dans la vie. Dans la société. Maintenant, ce qui arrive après, comme on dit, advienne que pourra. Moi, je le dis tout le temps à mes enfants, à mes trucs. Je ne vous laisserai pas d'argent ici, je leur dis ça toujours. Tu vois, tant que je suis là, je ferai ce que Dieu me demande de vous. Vous éduquer, vous inculquer, vous permettre d'aller à l'école, d'accéder aux services sociaux de base, etc. Et souhaitez que Dieu me prête longue vie jusqu'à ce que vous soyez majeur. Maintenant, si vous êtes majeur et que vous ne parvenez pas à vous prendre en charge à vous-même, c'est parce que vous avez échoué, je n'ai pas échoué. Donc, bon, et c'est ça, c'est là où je vois que ça fait défaut. Vous avez le temps de le faire. Oui. Certains diront que ceux qui sont, entre guillemets, à l'aise ont la latitude de pouvoir inculquer toutes ces valeurs à leurs enfants. Aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de ces paradigmes endogènes comme exogènes. On est dans une situation liée, par exemple, au coronavirus, assez difficile sur le plan économique. Même avant cette pandémie, c'était assez difficile. Pour un père ou une mère de famille, le matin, c'est d'abord aller chercher de quoi faire nourrir sa famille. Aujourd'hui, ce sont ces différentes difficultés qui poussent, par exemple, des Sénégalais à se dire qu'on n'a plus le temps
de gérer les enfants? Non, pour moi, le monde a toujours été comme ça. Il y a tout le temps eu des gens à l'aise, des gens qui ne sont pas à l'aise. Mais les méthodes d'éducation doivent rester les mêmes, c'est l'être humain. C'est l'être humain. Aujourd'hui, l'être humain, on doit lui inculquer des valeurs qui lui permettent de dire « ça, j'ai le droit de le faire, ça, je n'ai pas le droit de le faire ». Quelles que soient les conditions dans lesquelles je vis. Aujourd'hui, si je n'ai pas d'argent, j'ai de quoi manger, je m'en limite à là. Quand on appartient à une famille qui est pauvre, on doit inculquer à son enfant les valeurs qui guident celui qui doit se battre pour sortir de cette pauvreté de façon digne. Nous, nos parents n'étaient pas riches. Ils n'avaient rien du tout. Moi, par exemple, voilà, je donne un exemple. Moi, quand j'ai choisi d'aller dans l'enseignement, voilà, je n'avais pas ce problème, mais bon, j'ai décidé, moi, d'aller dans l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai dit, écoute, moi, je veux faire de longues études. Et tel que je vois mon père là, je crois que vraiment, il ne pourra pas. Même s'il veut, il ne pourra pas. Il faut que je le mette à l'aise. Donc, à cet âge, je réfléchissais comme ça déjà. Ce n'est pas celui qui me l'a inculqué. Et j'ai fait le concours d'entrée, ce qu'on appelle les EFI, là, maintenant, École de formation d'instructeurs. Avant, c'était CFPP, Centre de formation et de perfectionnement pédagogique. C'est le niveau du DFM. Tu as ton DFM, tu fais le concours, tu fais une formation de 9 mois, tu sors avec ton certificat élémentaire d'aptitude pédagogique, tu es instructeur adjoint, tu as un salaire de misère. Mais bon, j'ai dit au moins avec ce salaire, je peux financer mes études et épargner mon père. Même si je ne peux pas lui donner de quoi lui survivre, parce que je ne peux pas prendre en charge sa famille, au moins je lui épargne de ça, parce que ma prise en charge lui incombait. Et c'est à partir de cette formation, de ce travail que j'ai étudié, j'ai accédé au niveau où je suis actuellement, par mes propres moyens et grâce à Dieu aussi à Seigne Touba. Quand j'ai été affecté pour la première fois en Casamance, j'étais à Emaï, vraiment en basse Casamance, pour la première fois. Je lui adresse une lettre, je lui dis, bon papa, je suis affecté dans un milieu, j'ai raconté tout ce que j'ai vu qui ne me plaisait pas, que je ne connaissais pas. Ouais, vous savez qu'est-ce qu'il m'a donné comme réponse? Je suis désolé que tu sois affecté dans un milieu, je le cite, hein, que tu sois affecté dans un milieu où les mœurs et us et coutumes sont différents des tiens. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il me dit, mais n'est-ce pas là une autre école pour toi? Profites-en, sinon demain tu vas le regretter. Et cette phrase qu'il m'a citée là m'a calmé. Et voilà, je suis resté là-bas, je me suis battu, je me suis adapté. Et après, quand j'ai quitté là-bas, c'était la réussite au concours d'entrée dans une grande école qui est l'ENA. Et derrière moi, j'ai laissé là-bas, à cet âge, au moins 5 homonymes. Donc, je me suis adapté. Donc ça, je le dois à mon père. Honneur à nos parents et hommage également à nos parents. Donc, c'est ce que nous devons nous inculquer à nos enfants. Alors, nous allons, parce que je pense que si on poursuit sur cette lancée, on va vraiment apprendre beaucoup de vous, de votre vie. Et c'est un exemple, justement, à rappeler et à montrer aux jeunes et aux moins jeunes qui nous regardent. Mais justement, revenons sur la civilisation, la société aujourd'hui avec ce lien avec le coronavirus. On l'a vu à 2 ou 3 reprises, des jeunes et des moins jeunes empêchés dans 2 localités à Dakar l'enterrement de morts, dit-on, du coronavirus. Des images qui ont choqué, qui ont également été visibles sur les réseaux sociaux. Que pensez-vous de ces attitudes-là pour des gens qui se disent musulmans ou tout simplement croyants? Vous savez, moi, je vais au-delà de ça, de cet acte-là. Parce que cet acte-là, peut-être, c'est des actes que nous pouvons condamner. Mais pour moi, il faut aller au-delà de ça. Quelles en sont les causes? Pour moi, cet acte est la conséquence d'une politique. Une politique étatique, une politique de la société, une politique des parents, d'une politique, en fait, dont nous sommes tous responsables. Tout le monde est responsable. Voilà, parce que cette pandémie-là nous a surpris. Bon, mais pour moi, malgré qu'elle nous ait surpris, nous devions apprendre des pandémies qui ont existé avant et comment les gens se sont comportés avant. Mais vous avez vu, dès le début de la pandémie, ce n'est pas que les jeunes, c'est les adultes même qui ont stigmatisé la maladie. Tout à fait. Tu vois, bon, tout de suite, la maladie a remis en cause tous les fondamentaux que l'humanité avait mis en place. En commençant par quoi? En fermant les frontières. On était sur quoi? Dans une lancée d'intégration africaine. Oui, la circulation des biens et des personnes, la carte d'identité CEDEAO, etc. Donc ça veut dire que
je veux dire, nos fondamentaux étaient fragiles. Parce qu'il y a eu un petit virus qui est là, on ferme nos frontières. Chacun se recroqueville sur lui, c'est le repli sur soi, c'est le refus de l'autre. Je me rappelle que il y a Dominique de Villepin qui le disait au début des années 2000, je crois, j'ai oublié, c'était l'une de ses conférences dans une université au Maroc, quand il était Premier ministre de la France, et il disait que si nous n'y prenons garde, nous risquons de devenir des êtres humains sans mémoire. Donc on ne se remémore même pas des actes que les ancêtres avaient posés par rapport à tel problème. Un problème, il est là, je trouve ma solution. Non, nous sommes des musulmans. Moi, par exemple, tout ce qui m'arrive dans la vie, je le ramène chez le prophète Mohammed pour voir est-ce que ça lui est arrivé ou est-ce que c'est arrivé à Serigne Touba. Si c'est le cas, comment il s'était comporté? Et je me comporte comme ça. Si ce n'est pas le cas maintenant, je crée une jurisprudence. Aujourd'hui, on parle d'intégration africaine. Oui, maintenant c'est la CEDEAO, c'est le passeport africain, etc. Il y a eu coronavirus, je ferme mes frontières. Mais les chefs d'État devront réfléchir sur ça. Ce repli sur soi là, qu'ils se sont octroyés eux, qu'ils ont adopté et qu'ils ont inculqué à leur peuple, ça, nos chefs d'État doivent le revoir. Les chefs d'État africains? Tout le monde, c'est même le cas en Europe. Aujourd'hui, l'Europe, il parle d'ouverture des frontières internes. Ils considèrent que l'Europe est intérieure et ils forment les frontières. Le projet de déconfinement phase 2 là, ils disent qu'à partir du 2 juin, c'est l'ouverture des frontières internes, ça, à l'intérieur de l'Europe. Donc même entre eux, il n'y a plus d'intégration. Donc maintenant, on doit apprendre de cette pandémie-là pour se dire que quand on franchit cette étape, est-ce qu'on ne doit pas réfléchir encore comment faire pour rendre solide nos convictions, nos politiques de vouloir vivre communément et de vouloir faire du monde un village planétaire. Parce que ce projet de village planétaire-là n'existe plus, pour moi, en tout cas pendant cette période de pandémie. Aujourd'hui, si ça se fait à l'échelle internationale, à l'échelle sous-régionale et régionale, et à l'échelle nationale, mais la conséquence, c'est le comportement de ces gosses-là. Ils ont senti à travers ces cadavres-là, ces défunts qui sont porteurs de virus, qui peut les amener auprès de la mort, ils n'en veulent pas. Il y a un problème de communication. Et aujourd'hui, maintenant, pour moi, la solution, ce n'est pas de se mettre à travers les médias à leur dire oui, c'est pas bon, c'est pas sérieux, c'est pas ceci. Non, c'est pas comme ça qu'on éduque un enfant. Il faut l'amener lui à savoir lui-même que son comportement n'est pas bien. Tu vois, et à l'amener à savoir que devant la mort, personne n'a les moyens de résister. La mort n'a rien à voir avec la maladie. Et quel que soit l'individu, quel que soit ce qui lui a amené, ce qui l'a tué, il faut quand même lui donner ce qu'on peut appeler une dignité humaine jusqu'au niveau de la sépulture. Moi, c'est vraiment ce comportement que je voudrais que les gens aient à travers la presse, à travers les médias, et puis leur permettre, pour revenir même aux initiatives de Macky Sall, parce que le président Macky Sall, dans son programme, il a 5 initiatives, 3 programmes et 5 accès. La première initiative, c'est la jeunesse. Donc, mais maintenant, cette jeunesse-là, on ne doit pas la laisser au président Macky Sall seulement. Nous tous, nous devons parler à cette jeunesse. Donc, pour moi, le projet d'investir sur la jeunesse, ça doit être un projet d'investir sur la jeunesse, mais pour la jeunesse et avec la jeunesse. À long terme? Ou à court, à moyen terme? Court, moyen et long terme. Court, moyen et long terme. Court terme, voilà, nous avons une pandémie qui est là. Quel est le rôle de la jeunesse dans ça? Laissons à la jeunesse le soin de s'occuper de nos malades, de nos morts et de nos malades asymptomatiques, etc. Mais pourtant, l'image qui a été rentrée, par exemple, au tout début de cette pandémie, quand les premiers cas ont été notés au Sénégal, c'était l'image d'un Sénégal plutôt uni, à savoir avec tous les hommes politiques qui ont été reçus, par exemple, par le chef de l'État Macky Sall, la société civile, et même les plus critiques envers le régime de Macky Sall, on les a plus entendus durant cette période-là, pendant au moins un peu près de 2 mois, parce qu'il y avait cette symbiose, parce qu'il y avait une guerre commune. Est-ce que c'est cette image-là qui finalement a été dévoyée à la fin, puisqu'il y avait quelquefois des soubassements politiques? Pour moi, il y a eu la peur, il y a eu la panique. Donc, il y a eu une absence d'éducation. C'est pour ça que j'ai dit, quand on franchira cette étape de pandémie, nous devons revoir beaucoup de choses, même notre système éducatif. Parce que nous devons nous éduquer de sorte à pouvoir faire face de façon je veux dire, solide à la peur, à la panique. Aujourd'hui, au début, tout le monde était mobilisé.
Mais d'abord, pour moi, ce qui manquait dans la stratégie qu'on avait mis en place, c'est une stratégie de faire comprendre aux gens que la gestion de cette pandémie-là n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de fond. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va, voilà, pour 1 mois, 2 mois, c'est fini. La plupart des gens, tu as vu la façon dont les gens participaient, donnaient leur participation. Moi, bon, tu sais, j'ai des problèmes par rapport à ça. Oui, chacun à la télé, tel a donné ceci, tel a donné cela. Non, les gens pouvaient faire leur participation sans pour autant qu'il y ait tout ce bruit. Et tu vois, parce que, bon, moi, je savais que tu as donné une participation aujourd'hui, oui, mais demain, on en aura besoin. Et tu vois, donc, pourquoi ne pas faire comme on a toujours fait? Nous, on a toujours aidé les gens. On a continué à les aider sans le montrer devant les yeux à la face du monde. Ça, c'était un problème. L'autre problème, c'est que l'endurance, il n'y a pas eu d'endurance. Il a fallu que le virus, en fait, s'adapte et continue d'exister, que les gens commencent à baisser les bras. Mais parce que... Aujourd'hui, il y a beaucoup de relâchement. Voilà, parce que ce qu'on devait faire au niveau de la population, aujourd'hui, on reproche à la population, ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas ceci, ils sont... Non, les gens sont en train quand même de faire des efforts. Les gens, partout où sortent, tu vois les gens porter leur masque. Mais c'est la communication qui n'est pas bonne finalement, ou en tout cas l'approche communautaire aujourd'hui, on dit qu'il faut pour moi c'est surtout l'approche communautaire. Vous savez, je salue vraiment les efforts qui sont en train d'être faits par le ministère de la Santé sous l'éclairage du président de la République. Mais je leur aurais conseillé en fait de renforcer l'approche communautaire par une utilisation. Ils sont en train de le faire, mais il faut qu'ils mettent davantage à concours, il faut qu'ils louent davantage les services des sociologues, des psychosociologues et des psychologues conseillers. J'entends souvent dire que nous avons des psychologues, anthropologues et tout, mais ils doivent en prendre beaucoup, les envoyer à l'intérieur du pays, et puis en masse. C'est-à-dire que cette initiative-là de Macky Sall sur la jeunesse, tu as vu, avec l'investir sur la jeunesse, et puis cette société, cette économie, cette initiative d'économie sociale solidaire-là, c'est maintenant qu'il doit jouer son rôle. En utilisant tous les jeunes, tu vois, avec l'encadrement de sociologues, de psychologues et de psychosociologues. Pourquoi? Aujourd'hui, vous prenez le cas de Touba. Malgré tout ce qu'on dit, il y a des gens qui te disent là-bas que le corona n'existe pas. Pourtant, ils ont même vu le Khalif, on a même vu le Khalif donner de l'argent, mettre des masques, mais il y a des gens qui disent que ça n'existe pas. Malgré tout ce qu'on dit, il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas les mesures barrières. Mais il doit y avoir une explication. Donc alors que le Khalif a donné l'exemple. Voilà, maintenant pour ça, c'est là où on a besoin des sociologues, pour qu'ils nous disent pourquoi ce comportement. Et tant qu'on ne connaît pas la cause de ces comportements, on ne peut pas apporter une solution. Il faut diagnostiquer avant d'apporter un remède. Est-ce que vous rejoignez ceux qui disent qu'il faut quelquefois au Sénégal ce qu'on pourrait appeler un deuil national? Mais oui, c'est ce que j'étais en train de... Permettez-moi de terminer ici. Ça, pourquoi on doit utiliser beaucoup de sociologues? C'est à eux de nous expliquer les comportements des gens dans cette société, de part et d'autre, parce que la façon dont les gens se comportent à Touba est différente dont les gens se comportent à Tivaouane. Et pourtant, que ça soit à Touba ou Tivaouane, chacun a ses raisons qui sont justifiables et explicables. C'est un monde scientifique et religieux. Maintenant, il n'y a que les sociologues qui peuvent nous le dire. Les psychologues, on a parlé, je crois que c'est vous-même qui faisiez le journal, d'un village tort, ou je ne sais pas, du côté de Mboro, où on voulait évacuer, mettre quelqu'un en quarantaine. Les gens se sont opposés. Pourquoi? Parce que psychologiquement, mais ils pensent à quelque chose qui n'est pas bon. Les populations n'étaient pas préparées. Voilà, ils croient que oui, quelqu'un qui a le Covid ou qui est ceci ou qui est cela, voilà, c'est la stigmatisation, tu es isolé, tu es mis à la périphérie et tout. Donc, il faut des psychologues pour permettre à ces gens-là de pouvoir gérer psychologiquement et de se préparer à l'arrivée de la pandémie chez eux. Donc, ce qui fait que pour moi, en plus des solutions médicales que nous préconisons, nous devons préconiser des solutions et puis à forte densité psychologique, sociologique et psychosociologique. Et c'est important pour moi. C'est important de revenir sur tout ceci. Aujourd'hui, cher Mansour Diouf, je rappelle que vous êtes notre invité. Vous êtes, je le rappelais tout à l'heure également, haut fonctionnaire de l'administration, en plus d'être un chef religieux. Vous avez parlé de cette approche communautaire.
vous, de la communauté, et surtout représentants des différentes tariqas, des différentes couches de la société, avez également votre rôle à jouer. Est-ce qu'on vous a donné la possibilité de jouer ce rôle aujourd'hui? Non, quand même, malheureusement. Et et je ne suis pas le seul. Hein. Moi, pas une seule fois, j'ai vu voilà, quelqu'un parmi ceux qui gèrent ce truc-là s'approcher de moi pour me demander de faire ceci ou cela, ou me demander mon avis. Pas une seule fois, on n'est même pas venu me demander si j'ai besoin de quelque chose pour les gens que je gère, que je dirige, non, rien. Mais ça ne m'empêche pas de travailler. Ça ne nous empêche pas de faire ce que nous faisions avant. Aujourd'hui, les politiques, ils sont là, ils partent. La religion sera toujours là. Et nous serons toujours des chefs religieux. Quand nous ne serons plus là, ce sera nos enfants, ce seront, etc., etc. Mais ce que vous dites, c'est important, on ne l'a pas vu. Alors que pour moi, en fait, les religieux, surtout les religieux contemporains, devraient être vraiment associés à temps plein. Et puis de façon intelligente, efficiente et efficace. Je sais que parfois, ce n'est pas facile avec le Sénégal parce que tu parles à tel religieux, l'autre religieux se dit, mais on peut les utiliser de façon efficace et efficiente. Il y a des gens qui sont là, qui sont prêts, qui sont généreux dans ce qu'ils savent, dans ce qu'ils ont, et qui n'attendent rien de l'autre. C'est-à-dire, mais bon, tant qu'on politise, qu'on pense à la politisation, on l'a trop politisé. Voilà, qu'on essaie de justifier l'acte de l'autre. Oui, il a dit ceci parce que c'est ça. Parce qu'au Sénégal, j'ai remarqué une chose, on ne développe pas tellement l'esprit de séparation, mais on développe l'esprit de partisan. Je m'explique. Deux personnes ont des problèmes. Bon, ils ne peuvent pas comprendre que depuis que le temps existe, depuis que le monde existe, toujours c'est des gens qui ont des problèmes. Mais c'est d'autres gens qui viennent les réconcilier, les mettre ensemble. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand deux personnes ont un problème, l'autre, si tu vas parler avec l'autre, te considère comme un ennemi, l'autre te parle, etc. Alors que ce n'est pas le cas. Un politicien qui est là, tu essayes d'intervenir dans un domaine, lui, qu'il ne peut pas gérer. Parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Tout le monde ne peut pas tout faire. Tu peux voir ici même un président de la République qui a des problèmes pour régler telle équation. Toi, un petit chef religieux, mais dans ton salon, un petit coup de fil, tu le règles. Et tu vois, parce que c'est un digal que tu donnes, ou bien c'est ta voix qui porte. Mais pourquoi il n'exploite pas ça? Mais pour un rien, il croit que oui, il veut ma place, il veut mon poste, il veut ceci, il veut cela. On a trop politisé les choses finalement. Trop. Donc, ce que vous dites, c'est tellement pertinent que c'est dommage. Et je ne suis pas le seul parce que je suis chef religieux et je parle avec beaucoup de chefs religieux. On se retrouve, on donne des solutions, mais on n'a pas d'espace pour le mettre. On n'a pas de levier non plus pour faire passer. Vous n'êtes pas l'État, vous êtes des chefs religieux. Voilà quoi, c'est ça. Alors, prenons justement les différentes considérations ou les différentes approches de l'État pour gérer cette pandémie, la Covid-19. État d'urgence, un peu plus de 2 mois déjà, presque 3 mois. Couvre-feu, d'abord de 20h à 6h, ensuite allégé de 21h à 5h. Est-ce que, selon vous, ce sont là les bonnes méthodes dans ce Sénégal-là, dans le contexte actuel? Pour moi, ce n'est pas une mauvaise méthode qu'il faut améliorer quand même. Il faut vraiment améliorer. C'est-à-dire que quand on pose un acte, il faut savoir s'arrêter et l'évaluer. Faire une évaluation à mi-chemin, rapide, et pour pouvoir redresser et puis rebondir. Parce que, par exemple, le couvre-feu, ça me pose problème actuellement. Parce qu'aujourd'hui, moi, je serais pour qu'on interdise les rassemblements, l'ouverture de certains débits de boissons la nuit, les restaurants, les bars, là où les lieux qui favorisent les rassemblements, et laisser maintenant les gens, parce que parfois, il y a des gens quand même qui ont besoin de sortir. Tu as vu? Je prends par exemple l'exemple des gens qui sont dans les villages les plus reculés. S'ils sont malades, une maladie autre que le coronavirus, on doit les évacuer. Mais avant même, il n'y avait pas d'ambulance. Mais les peu de véhicules qu'ils avaient dans les maisons, pour qu'on les envoie, mais c'est des problèmes. Il faut, quand on t'arrête, que tu expliques qu'il est malade, qu'on regarde et tout. Si c'est un cas urgent, il peut mourir. Ça aussi, on doit y réfléchir. Et tu vois, pour moi, la nuit aussi, bon, si on ne peut pas en fait alléger encore, c'est-à-dire porter le couvre-feu, de 0h, voilà, pour moi de 0h à 5h du matin, etc. quoi. Sachant que tout ce qui circule au-delà de 0h, ben, c'est parce que vraiment ils ont une raison valable quoi, pour le faire. Mais fermer systématiquement toute la nuit comme ça, je crois que quand même on peut le revoir. C'était bon au début, mais... Est-ce que ce n'est pas ce qui, aujourd'hui, favorise encore un peu plus cette stigmatisation? Non, à un moment donné, les gens même, ils se révoltent. C'est-à-dire que les gens, s'ils ne peuvent plus tenir, ils se révoltent. Est-ce qu'on peut aller vers
Mais ça commence parce que refuser qu'on enterre un prochain dans un cimetière, c'est une sorte de révolte. Hein? C'est une sorte de dire non à l'autorité. Et l'autorité, on doit lui dire oui. Et pour qu'on puisse lui dire oui, il doit être en phase avec son peuple. Et je crois que le président Macky Sall, lui, il a toujours eu une bonne vision. Et il faut le comprendre. Tu sais, Macky Sall, il était déjà bien parti. Avec ses programmes de PSE, si je peux en parler rapidement, oui, le PSE phase 2. Vous savez, après sa réélection, lui, il est venu avec son programme. PSE phase 2, c'est 5 initiatives, 3 programmes, 5 accès. Bon, initiative quoi? Il dit, première initiative, il faut que j'intervienne beaucoup, que j'investisse beaucoup dans la jeunesse. Pour la jeunesse et avec la jeunesse. Après, il faut qu'on favorise une économie sociale et solidaire. Tu as vu, par la promotion, tu vois, de l'initiative par l'entrepreneuriat. Il faut mettre en place une société numérique inclusive. Avec des économies innovantes. Voilà, le PSE vert, donc avec une reforestation du territoire national durable. Et un développement durable. Voilà, c'est 5. Pourquoi je le dis? Je sais que le temps est un peu... Voilà. Et ensuite, maintenant, il y a le cap vers l'industrialisation. Tout ça, on ne peut plus le faire avec le Covid. C'est pas possible parce que c'était une ouverture. Tout ça était dans l'enracinement, l'ouverture et tout. On ne peut plus le faire. Ça demande des moyens, ça demande l'attraction d'investisseurs. Ils ne peuvent plus venir, etc. Bon, les 3 programmes, zéro bidonville, zéro déchet, ville créative, avec l'expression des villes culturelles, des industries culturelles et tout, c'est bloqué. Bon, maintenant, et les programmes d'accès, l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, avec le Keur Massar 3, l'unité de dessalement, les programmes du PUDC, etc. Vous maîtrisez parfaitement le programme. Mais oui, non, je suis un fonctionnaire et c'est nous qui mettons en œuvre ces programmes. Bon, il y a fonctionnaire, mais pas politique. Non, du tout. Je suis pas, moi, j'appartiens à aucun parti. J'ai jamais eu de carte politique ni rien du tout. Mais c'est ça que je disais, que parfois les gens, quand tu parles, quand tu poses certains actes, ils te confondent à des politiciens. Et ce qui pousse même certains politiciens à chercher à te bloquer, à te créer des problèmes. Alors que le Sénégal, c'est un tout. Chacun doit apporter ce qu'il sait. Bon, on ne peut pas aider l'État si on ne sait pas ce que l'État fait. On ne peut pas aider l'État si on ne maîtrise pas le programme de l'État, la vision du chef d'État et où il veut aller. Aujourd'hui, ce programme d'accès universel à l'électricité. Vous savez que dans le programme du président Macky Sall, je rappelle que vous êtes également... Oui, on devait accéder, tous les Sénégalais devaient accéder à l'électricité en 2025. Dans 5 ans, donc, il devait y avoir du courant partout au Sénégal. On est à 60%. Ce programme d'accès à l'eau et à l'assainissement, tout le monde sait qu'on est en train de renforcer la capacité de Keur Massar. On est en train de mettre en place une unité de dessalement de l'eau de la mer. Il y a les programmes du PUDC avec les forages, etc. qu'on fait. À ce rythme, on doit permettre à tous les Sénégalais d'accéder à l'eau potable. Est-ce que donc cela veut dire qu'il faut aujourd'hui, face à cette situation liée à la Covid-19, réouvrir et, comme le disait le chef de l'État, apprendre à vivre avec le virus en attendant peut-être de s'en départir? Mais c'est là où j'attends, moi, nos scientifiques, nos médecins et nos professeurs. C'est-à-dire qu'ils doivent être capables de nous apporter des solutions dans des conditions impossibles. Voyez-vous, ça, le génie même, ils en sont capables. Parce que si le professeur Mboup a pu découvrir le VIH2, le professeur Seydi est en train vraiment de se faire un nom dans le milieu scientifique, mais je crois qu'ils sont capables de nous permettre de vivre avec ce virus et de continuer à nos occupations pour quand même permettre à ce Sénégal-là quand même de réaliser son dessein, qui était bien parti. Aujourd'hui, ce programme d'accès à la mobilité collective avec le TER, qui avait des problèmes déjà, avec le BRT, qui avait commencé. Et tu sais, ce qui était intéressant avec le TER, le BRT et la ligne Dakar-Bamako, ce n'était pas pour moi le montant, le coût, etc. Mais c'était d'abord l'économie. On sentait dans ce projet l'économie solidaire, sociale. On sentait dans ce projet une société numérique inclusive. On sentait dans ce projet accès à tout. Parce qu'aujourd'hui, la ligne Dakar-Bamako, c'est une dorsale qui va passer devant beaucoup de villages, beaucoup de villes. Ces villages et ces villes-là vont avoir leurs problèmes réglés, non seulement de façon conjoncturelle, mais aussi de façon structurelle. Conjoncturelle parce que ce sera beaucoup d'emplois pendant qu'on construit. Et structurelle, après, ils seront à un niveau de développement qui correspond à
c'est l'existence de ces infrastructures qui favorise ce développement économique. Malheureusement, il y a la Covid-19 qui est là. Et tout le monde. Aujourd'hui, maintenant, il faut que les médecins s'occupent de la Covid-19, qu'on mette l'accent sur la recherche pour trouver des médicaments. Qu'on prenne les gens en charge dans les hôpitaux, qu'on les soigne comme on soigne un paludin, comme on soigne un tuberculeux, et ne pas les confiner partout là. Ce n'est pas possible pour moi. On ne pourra pas continuer. Maintenant, on pourra, si quelqu'un est malade, il va à l'hôpital, le médecin le reçoit et le traite. Si c'est grave, on l'hospitalise. Si ce n'est pas grave, il va chez lui et il prend des mesures barrières. Et que les choses reprennent. Qu'on continue à travailler, qu'on invite les gens, qu'ils viennent, qu'ils investissent, qu'on puisse avancer, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes un pays extrêmement pauvre. Alors, cher Mansour Diouf, malheureusement, le temps qui nous est imparti, on en est déjà à sa fin. C'est très dommage, on a tellement de choses à apprendre de vous. Nous allons vous remercier déjà pour cette émission que vous nous avez accordée. Vous ne le faites pas très souvent. Merci à vous, cher Mansour Diouf. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Et au-delà de votre personne, je remercie beaucoup, en fait, le groupe des médias, d'une manière générale. Et avec à sa tête mon ami et condisciple Bougane, qui est un talibé que tout le monde connaît, et qui est aussi très disponible et qui est aussi toujours prêt à aller de l'avant. Et je le félicite vraiment pour, comme je l'avais dit, la qualité de ses émissions, la qualité aussi de ses ressources humaines et la qualité des produits qu'il propose aux Sénégalais. Et je prie aussi le bon Dieu que sa lumière illumine sa vie. Et à lui et à tout son personnel et à tous ses collaborateurs. Merci. À travers lui, vous, votre personne, vous êtes aussi un condisciple et quelqu'un qui est vraiment un excellent talibé, qui se comporte comme vraiment un bon talibé et qui est un bon professionnel, parce qu'il faut dire que depuis 2 ans, il m'appelle pour faire cette émission. Bon, à un moment donné, je sais que voilà. C'est pas évident de vous avoir. Il ne lâche pas, quoi. Il ne lâche pas et il l'a eu finalement. Et vraiment aussi, j'en profite pour saluer tous les Sénégalais, prier pour eux, appeler aussi à la concorde nationale, à l'unité, nous tous autour de nos chefs et de nos parents. Si je parle de chefs, je parle des chefs religieux, je parle des chefs temporels, il y a les coutumiers, il y a le président, il y a les membres de l'opposition et tout le monde. Et je souhaite vivement que cet élan de solidarité, d'unité et de communion que j'avais vu au début de cette pandémie-là, autour du chef de l'État au palais, que ça continue, mais que ça soit étendu vers les chefs religieux, les chefs coutumiers et toutes les couches de la population. Même s'ils ne vont pas tous au palais, que chacun voit ce qu'il peut voir. Le gouverneur peut voir les gens de sa région, le préfet pareil, le ministre, etc. Et que tout le monde se sente impliqué et concerné par cette lutte qu'il faut vraiment, en fait, qu'il faut faire, qu'il faut porter, tout en continuant notre vie. Comme l'avait dit notre guide, Seigne Mountakha Mbacké Bassirou, le coronavirus est une créature de Dieu qui vit sa vie, qui exécute les recommandations que Dieu lui a données. Nous aussi, nous sommes des créatures de Dieu, nous n'avons qu'à continuer notre vie. Il ne faut pas que nous lâchions à cause d'un être humain, enfin un être que Dieu a créé, qui est là, qui veut nous créer des problèmes. Il faut qu'on dise non à ce coronavirus et nous pouvons le faire. Non au coronavirus, et nous pouvons le faire. Ce sont par ces mots que nous allons donc terminer au cours de cette émission. Merci à vous, cher Mansour Diouf. Merci également à toute l'équipe technique. Merci, chers téléspectateurs et auditeurs. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro de Toute la Vérité.